Bonjour, dans le cadre des capsules qu'on présente en lien avec le webinaire sur l'intervention à distance, aujourd'hui, je suis avec Nancy Rochat du Centre de référence du Grand Montréal, qui avait été la première panéliste à présenter pendant le webinaire. Donc, je vais te laisser te présenter, Nancy. Oui, bonjour Jessica, merci de l'invitation de pouvoir répondre aux questions, des questions super intéressantes. Donc, moi, je suis gestionnaire du programme de télécounseling, le service téléphonique pour venir en aide aux gens qui ont un problème de dépendance de jeu. Donc, c'est ça. Nous, ça fait déjà plusieurs années qu'on est sur le terrain. Ça fait depuis 2012. Donc, un service uniquement téléphonique. Et de là, peut-être notre expertise, de là, l'intérêt là, de nous, de nous faire de nous rencontrer, de nous permettre d'exprimer un peu sur notre expérience. Oui, et puis c'est une présentation qui a été énormément appréciée parce qu'on voit toute l'expérience que vous avez derrière l'intervention téléphonique. C'est un mode d'intervention qui a été choisi par plusieurs milieux parce que les gens n'ont Mhm, pas tous Internet. Quand on parle de rencontres Zoom mhm, à distance, tout ça, de rencontres sur Facebook, ça ne permet pas nécessairement de rejoindre tout le monde. Donc, le téléphone fait partie, là, et on le remarque chez nos membres, là, fait vraiment partie de mhm, l'intervention qui est privilégiée pendant le temps de la COVID. mhm. Et comme on a dû se retourner sur un 180 degrés rapidement, ben ça a été vraiment très utile d'avoir tous ces trucs-là. Donc, ben, on a des questions. C'est un webinaire qui a été très populaire, qui a attiré plus de 1000 personnes. Donc, beaucoup de gens nous ont posé des questions qui s'adressent à l'ensemble des panélistes, d'autres questions qui sont plus spécifiques au milieu. Donc, je vais faire comme avec les autres personnes. Je vais commencer par les questions qui s'adressent à l'ensemble. Par rapport à la confidentialité des interventions, on est dans un contexte un petit peu différent avec le téléphone. Donc, je vais y aller plutôt avec... en fait, tu avais déjà répondu pour tout ce qui est Mhm. éléments de confidentialité. Donc, je vais référer les gens au webinaire directement. Donc, la première présentation, webinaire toujours disponible sur demande à la IDQ. Mais la question qui nous intéresse en lien avec l'intervention téléphonique du Centre de référence du Grand Montréal, ce serait de revoir un peu les avantages et les inconvénients qui sont reliés à cette intervention à distance comparativement à l'intervention en personne. Ouais, On avait parlé un petit peu des avantages. Il y a aussi la question des désavantages qui suscitait la curiosité aussi. ouais. C'est vraiment une bonne question parce que quand on a une expérience au téléphone, évidemment, on s'arrange pour que ce soit les avantages qu'on va voir, puis tous les inconvénients, ben, on trouve une solution pour pouvoir s'y accommoder. Même chose quand on fait du face-à-face. Mais ce que j'ai pu, comme pour l'exercice, là, ce que j'ai pu voir comme différence, on pourrait dire que les avantages du téléphone, c'est vraiment une accessibilité qui est beaucoup plus grande, beaucoup plus facile. Ça permet de rejoindre des populations plus éloignées, des gens à mobilité réduite, des gens qui, tout simplement, dans ce qui me concerne, qui ont des difficultés avec, au niveau des finances, des déplacements, les coûts des déplacements, etc. Donc, ça va vraiment rejoindre tout cet aspect des gens-là qui, autrement, n'auraient pas nécessairement pu consulter ou maintenir un suivi aussi. Donc, évidemment, le téléphone, ça a des frais également, mais c'est des frais que souvent sont bien intégrés dans un budget, puis très rarement les gens s'en privent ou s'en privent pas pour longtemps. Il y a aussi des avantages très concrets comme ça évite le temps de déplacement. Veux pas, des fois, des gens doivent se déplacer pendant des heures, ben, en fait, 1 heure de métro ou d'autobus pour pouvoir se rendre à leur rendez-vous. Donc, au téléphone, c'est dans le confort de leur salon. Ça permet vraiment une accessibilité puis d'éliminer du temps précieux des fois que les gens n'ont pas pour consulter. C'est possible aussi de rejoindre, des gens qui, souffrent d'une honte importante. Donc, nous, c'est ça notre clientèle, c'est des gens qui ont beaucoup, vraiment la honte qui les empêche de consulter. Sentiment de culpabilité aussi très fort. Ils ont un peu de difficulté de faire un premier contact en face à face. Donc, le fait de pouvoir le faire par téléphone de façon anonyme dans un premier temps en appelant la ligne Joie de référence, de discuter avec quelqu'un sans jugement, d'introduire, c'est comme briser la glace, puis après ça, de pouvoir avoir accès à un service individualisé avec un intervenant tout au long du programme, bien, ça l'aide vraiment pour maintenir un suivi ou de commencer une démarche, tout simplement. L'autre chose qui est un peu particulière, que toutes les personnes qui ont déjà fait du téléphone ont remarqué, donc on voit qu'il y a beaucoup de gens là, qui ont expérimenté, je ne sais pas s'ils ont eu la chance de pouvoir voir la différence, mais on note vraiment une différence avec le lien de confiance. Le fait de ne pas voir son intervenant permet un peu l'idée d'avoir un intervenant idéal. Donc, on n'a pas tout le côté visuel qui pourrait nous mettre mal à l'aise. Et
puis qui pourrait nous emmener à une certaine hésitation avant de se livrer. Au téléphone, tout ça se fait plus rapidement. Donc, le lien de confiance se développe plus rapidement. Les gens font des confidences beaucoup plus vite. On rentre dans des sujets qu'en face à face, c'est sûr, c'est selon mon expérience, là, mais qu'en face à face, ça prend plusieurs sessions, contrairement au téléphone que ça se fait beaucoup plus vite. Donc ça, ce serait vraiment les avantages que j'ai pu recueillir que je trouvais assez intéressants. Les inconvénients, ben, c'est sûr que ça va avec justement tous les avantages au niveau du lien de confiance et des interventions téléphoniques, mais ça nécessite une grande concentration. Le téléphone, c'est ça qui est exigeant. C'est qu'on on n'a pas notre stimulation visuelle qui nous maintient concentrés sur la personne à qui on parle. Donc là, on peut être facilement distrait avec tout notre environnement de travail. Si on a un bureau, même une fenêtre avec un oiseau qui passe, ou ça peut nous distraire. Puis la fraction de seconde qu'on n'est pas attentif, bien, ça peut faire la différence par rapport au sentiment de notre participant avec qui on interagit, bien, de se sentir vraiment écouté, de se sentir compris, etc. Donc, c'est vraiment, je dirais que le gros défi, c'est la concentration. Il y a un manque, évidemment, aussi. Excuse-moi, juste vérifier. OK, c'est ça. C'est sûr que le manque, ce serait aussi au niveau de l'espace confidentiel qu'on ne peut pas fournir à la personne qui fait le programme avec nous. Donc, c'est sûr que ça, pour remédier à cette situation-là, ce qu'on va faire, c'est prévenir la personne, prévoir évidemment que c'est à elle de s'assurer d'un environnement confidentiel. Ce serait pas mal les inconvénients que je pourrais voir. C'est sûr que tout le non-verbal, de l'appui visuel que je parlais tout à l'heure pourrait être aussi un élément qu'on pourrait considérer. Mais quand on développe une expertise au téléphone, on compense facilement avec tout ce que j'ai déjà expliqué dans le webinaire, là, au niveau de l'écoute, dans quoi on devient plus sensible, puis ça vient compenser le côté non visuel qu'on n'a pas, le non-verbal qu'on va chercher différemment. Ah, super intéressant. C'est la première fois que j'entends l'idée de l'intervenant idéal. Un peu, on est moins bloqué par des petits déclencheurs de stress qu'on peut avoir envers une personne quand on la voit physiquement. C'est super intéressant. Bien, merci pour cet élément de réponse. On avait un peu en lien, en fait, une autre question qui s'adressait spécifiquement au centre de référence du Grand Montréal. Tu avais parlé des risques associés au télétravail rapidement et les gens se demandaient un peu quels sont ces risques-là. J'imagine que c'est en lien aussi avec les inconvénients de l'intervention à distance, mais les risques reliés au fait de travailler de la maison. En fait. Oui, bien, c'est ça. C'est intéressant. Il y a différents volets par rapport aux risques que je voulais. C'est ça, je n'ai pas élaboré, mais c'est différents volets. Il y a les risques associés au niveau de l'employé, au niveau de l'employeur, puis aussi au niveau quand on a une structure où il y a une équipe en télétravail puis une équipe qui est au bureau. Ça aussi, ça amène d'autres risques. Donc, j'ai énuméré là, différents points qui pourraient répondre à cette question-là. Donc, c'est sûr, pour commencer au niveau de l'employé, ben, c'est sûr qu'il y a l'isolement des employés. Donc, quand on est tout seul à la maison, il y a un manque de support qu'on a systématiquement quand on est dans un milieu de travail et de ses collègues. Il y a le sentiment aussi de distance avec le milieu de travail, donc un sentiment comme si on est mis de côté, surtout dans le contexte où on a une équipe qui est sur place, à l'endroit même. Puis ça peut générer des frustrations, puis des insatisfactions. Puis c'est de là l'importance que j'ai mentionnée. C'est très important de parler, de communiquer très souvent avec l'équipe qui est en télétravail ou avec l'équipe en télétravail. C'est juste du télétravail qu'on fait. Il peut y avoir une diminution des communications formelles et informelles. Donc, c'est sûr que quand on n'a pas ces communications informelles-là en télétravail, ben, ça fait en sorte qu'il y a comme une moins grande fluidité dans les différents projets qu'on peut avoir, des idées qui circulent, tout ça. Donc, c'est vraiment important d'intégrer. Puis ça, c'est un vrai défi. En fait, je pense que même nous, ça fait longtemps qu'on est en télétravail, mais on est encore en train de raffiner notre façon de créer un esprit d'équipe puis une communication fluide dans le côté informel. On dirait qu'on a tendance à aller droit au but avec nos conversations. Donc, il y a un risque aussi de perdre des occasions d'avancement ou d'implication dans des projets, surtout quand on a une équipe qui est sur place. Donc, comme on disait tantôt, une discussion avec une tasse de café sur un coin de bureau peut emmener à des idées et à des liens qui emmènent des possibilités, des projets. Bon. Et là, ben, ça se fait moins facilement ou moins directement en télétravail.
Donc, encore une fois, la communication est bien importante. Il y a le conflit de vie privée et vie professionnelle. On le sait, tous ceux qui ont expérimenté le télétravail pendant le confinement le voient avec les exemples des enfants qui peuvent avoir besoin de nous pendant notre travail, la famille en général. Même souvent, ce que j'ai été témoin, là, c'est assez comique, là, mais la poste. On fait beaucoup d'achats par la poste, puis la porte qui sonne, un colis qui arrive. Donc, c'est des imprévus que normalement, on n'aurait pas à faire face là, dans notre bureau, des animaux, etc. Donc, évidemment, tout ça. L'autre point, c'est un contrôle difficile des heures de travail. Donc, ça, c'est sûr que quand on a notre bureau qui est dans le salon ou dans un milieu de vie, c'est vraiment le risque le plus grand parce qu'on a accès facilement à nos courriels, on va avoir plus tendance à aller travailler puis dans des heures que normalement on n'aurait pas faites si on était au bureau. Donc ça, il faut faire très attention. C'est sûr que ça exige vraiment une discipline de pouvoir se structurer puis de dire, bon, ben, je prends du temps pour moi, vraiment d'avoir le sentiment qu'on n'est pas dans notre travail finalement. Mais ça ajoute aussi l'élément que j'avais discuté dans mon webinaire où c'est important qu'il y ait un environnement de travail pour l'employé, pour l'intervenant, un bureau de préférence avec une porte fermée, qui va vraiment avoir un espace qui est délimité avec sa vie privée puis la vie professionnelle. Il y a un risque aussi d'épuisement et on comprend avec ce que je viens d'énumérer, là, un épuisement professionnel qui est en lien justement avec les éléments précédents, donc de travailler trop. Puis ça va amener des conséquences qui vont à l'inverse de ce que je viens d'énumérer. Donc, on va peut-être travailler moins, avoir moins de motivation, etc., etc. Donc, ça serait les risques à surveiller au niveau des employés. Pour l'employeur, ben, il y a toute la question d'un contrôle un peu plus difficile des heures travaillées. Donc, c'est sûr, il faut faire confiance à nos employés, mais veut pas, on veut savoir ce qui se passe. Puis pour un employeur, des fois, ben, ça peut être insécurisant de ne pas être là sur place puis de vérifier. Donc, il y a tous des outils qui existent évidemment pour pouvoir faire l'encadrement, mais c'est un peu plus délicat, un peu plus difficile. C'est aussi possible qu'on soit obligé d'augmenter les coûts de soutien, surtout au niveau des coûts technologiques quand on rentre tous les ordinateurs puis toutes les applications ou les programmes pour pouvoir faire le travail à distance, ben c'est sûr qu'un soutien, des fois, informatique là, devient comme très essentiel dans une organisation. Puis si on ne l'avait pas déjà, ça augmente un certain niveau de coût. Il y a la socialisation puis l'intégration qui est beaucoup plus difficile pour des nouveaux employés. Quand tu engages une nouvelle personne, puis là, on fait tout ça à distance, c'est quand même assez particulier. Puis, tous les enjeux qu'on a énumérés précédemment au niveau de la communication et tout ça, pour un nouveau employé, c'est encore plus vrai. Donc, il faut faire bien attention. Puis, ben, c'est sûr que ça peut affecter l'esprit d'équipe. Quand on n'a pas les outils bien mis en place ou une structure bien mise en place pour pouvoir supporter, dans le fond, ce genre de système-là, du télétravail. Donc, ce seraient les inconvénients que je dirais là, les plus importants que je verrais pour l'employeur et l'employé. Très complet. OK. Très complet. On parlait de coûts associés là, à l'aide technologique. Est-ce que ça prend beaucoup d'organisation pour installer quelqu'un à la maison par téléphone? Non, ça ne prend pas beaucoup d'organisation, mais ce n'est pas juste le téléphone, mais c'est sûr qu'un intervenant va avoir son équipe avec qui elle doit discuter. Donc, c'est tout le système qu'on veut mettre en place. Nous, on fonctionne avec Microsoft Teams. C'est notre façon qu'on fonctionne à l'interne. Donc, c'est plus ça, c'est d'installer tous les logiciels pour l'échange d'informations et tout ça. Donc, ça devient un peu plus complexe. Et c'est de là peut-être le soutien. Puis juste quelque chose d'assez banal, mon Internet ne fonctionne pas, mon casque d'écoute est brisé, j'ai une panne d'électricité, j'ai besoin de quelqu'un qui peut, il y a comme, on devient tous un peu démunis, quand notre système ne marche pas, mais quand on est dans un organisme, un centre, une structure, ben là, on a toute une équipe, tous des gens qui sont sur place qui se mettent en branle, mais quand c'est toi toute seule, mais c'est là, on a besoin d'un soutien individualisé là, au bout d'un cellulaire. Ouais. C'est ça. C'est ça. Ah, intéressant. Intéressant. Et dernière petite question. En fait, c'était une question vraiment qui s'adressait plus là, vraiment à votre mission. En fait, on demandait si le télécounseling, est-ce qu'on pouvait appliquer ça à la dépendance aux jeux vidéo? Est-ce que parfois vous recevez, c'est ça, ce type d'appel-là? Est-ce que qu'est-ce que vous faites quand les appels sont
sont moins en lien avec votre mission? Est-ce que vous les prenez quand même? Est-ce que vous incluez les jeux vidéo aussi? Ouais, c'est vraiment une super question parce que moi, c'est sûr que c'est, bon, je vais répondre sur un peu différents niveaux parce que j'ai ce que j'ai envie puis qu'est-ce qui se fait en réalité. Donc, ben, en ce moment, il n'y a pas de programme de télécounseling qui est adapté pour une problématique de jeux vidéo. C'est sûr que je crois sincèrement qu'un programme par téléphone pour aider les gens qui souffrent d'une dépendance, la cyberdépendance en général, serait tout à fait adapté, là. Je pense que ça serait vraiment une avenue à aller, puis une introduction peut-être par chat, puis peut-être évoluer par téléphone, puis voir, là, tu sais, pour avoir accès à ces gens-là qui ne sont pas nécessairement à l'aise d'aller en face à face. Puis même au téléphone, ça peut être un peu intimidant quand on est habitué d'être toujours derrière un écran, tu sais. Donc, je pense qu'il y a vraiment de l'avenir pour ça. Je pense que ça serait à développer, mais il faut vraiment s'assurer d'avoir un programme qui répond aux spécificités de cette problématique-là, un programme qui est distinct. Nous, notre programme est vraiment distinct et spécifique pour les problèmes de jeux de hasard et d'argent. Donc, on est vraiment spécialisé. Souvent, c'est un des commentaires qu'on retrouve, c'est que les gens, quand ils font le programme de télécounseling, ils sont heureux de pouvoir vraiment se sentir compris parce qu'on comprend vraiment bien les spécificités de cette problématique-là. C'est que des joueurs là, qu'on suit. Donc, je pense qu'il ne faudrait pas faire l'erreur d'englober trop de dépendances différentes, même s'il y a des similarités, puis de garder un programme vraiment distinct. Mais c'est une belle question, puis ce serait un beau projet, en fait, de développement. Un beau projet pour développer et aller plus loin. Oui, c'est ça, exact. Génial, et ça répond à nos questions, très, très concret, très, très complet. Donc, merci d'avoir participé à cette discussion-là qui pousse un petit peu plus loin la réflexion pour les milieux par rapport à l'intervention. On posait une question à tous, je posais une question à tous là, à la fin, un peu si la pandémie cessait demain matin, est-ce que les gens reviendraient à leur ancienne formule ou si les gens poursuivraient un peu dans la nouvelle formule, dans ce qu'ils ont développé? Vous, c'est certain que vous aviez déjà cette formule-là, mais je pense que les gens disaient, ben, il y a quand même des avantages qu'on retire là, maintenant d'offrir aussi l'intervention à distance comme ça, que ce soit par les réseaux sociaux, que ce soit par le téléphone. Il y a des avantages qui ressortent de ça. Bien, pour notre cas, nous, ça nous a permis vraiment bien, c'est sûr qu'on ne reviendrait pas en arrière. Puis ce que ça nous a donné, c'est une ouverture par rapport au type de service qu'on offre. Quelque chose qui était un peu moins vu, connu. Là, on a eu une visibilité, puis une pertinence aussi. Il y a des gens qui ont vraiment vu, hey, wow, il y a quelque chose là, tu sais, qu'on peut quand même faire une intervention professionnelle, puis aider des gens par téléphone. Donc, quelque chose qui n'était pas nécessairement intégré dans les façons de faire, mais maintenant, avec l'expérience de plusieurs intervenants dans le milieu, ben, on a vu que c'est une option, c'est un choix, c'est une possibilité. Ouais, c'est un peu le ton que je voyais aussi en discutant avec différents membres de la IDQ, cette idée que ben, finalement, on l'a essayé, puis finalement, on se rend compte qu'on est quand même capable de faire une intervention de qualité à C'est distance. ça, c'est ça. Un C'est pas si pire. intervenant m'avait dit une phrase qui m'avait marquée, il a dit « Présentement, avec la COVID, on se sent plus près des gens en faisant de l'intervention par téléphone que si on avait été là physiquement avec toutes les contraintes du 2 mètres, tout ça. » Il dit, on Oui, arrive à aller chercher cette intimité-là quand même. On avait peur que ça ne fonctionne pas, mais ça oui. fonctionne. Ben, c'est ça la magie du téléphone. Souvent, l'image que j'aime donner pour bien illustrer ça, c'est comme si l'intervenant parlait dans le creux de l'oreille de son client, là. Tu sais, c'est quand même une intimité là, où ce que la personne est complètement enveloppée par notre voix. Puis qu'est-ce qu'on est en train de travailler. Puis elle aussi, c'est la personne qui fait le suivi par téléphone, ça l'exige aussi pour elle une énorme concentration. Donc, on le voit aussi en tant qu'intervenant quand on parle à quelqu'un qui est en train de faire sa vaisselle ou son souper ou s'occuper de ses enfants en même temps, ça ne peut pas fonctionner. Donc, le fait de mettre en place euh, tous les éléments nécessaires pour faire la rencontre, là, ça fait toute la différence. Puis oui, on peut aller très loin dans dans ce lien-là, dans cette proximité-là. Même si on est très loin, on est très proche en même temps. Ah, c'est un beau mot de la fin. On espoir aux gens avec la COVID que malgré tout, on découvre des choses qui fonctionnent. Ouais. Et merci beaucoup. C'était Nancy Rochat du Centre de référence du Grand Montréal qui est venue approfondir un peu la question avec nous. Merci beaucoup, Nancy, d'avoir Au été là. plaisir. Merci. Au revoir.